Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Chers amis de Radio Courtoisie, c'est un immense plaisir de vous retrouver tous pour cette émission qui, exceptionnellement, est enregistrée. Elle est diffusée donc ce lundi 19 février. C'est un vrai plaisir. J'ai à mes côtés Pierre Leprince, une fois n'est pas coutume, qui nous proposera deux explorations musicales. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Et en ligne au téléphone et dans le plateau, deux invités principaux pour la thématique qui est la nôtre aujourd'hui, la démographie, le déclin démographique, les questions de fécondité. Yves Montenay, qui est face à moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Et Fabien Niesgoda, qui est en ligne au téléphone depuis ses Vosges natales. Fabien, m'entendez-vous bien ? Oui, de mon côté, j'entends parfaitement. Parfait, bienvenue à vous dans le studio de Radio Courtoisie. Alors Yves Montenay, vous êtes centralien, diplômé de Sciences Po et docteur en démographie. Vous publiez des analyses, vous êtes aussi ancien chef d'entreprise, ça vous donne finalement une certaine vision des choses en essayant de vous raccrocher continuellement au concret. Vos analyses, nous pouvons les retrouver sur le site yvesmontenay.fr ou tout simplement taper Yves Montenay, M-O-N-T-E-N-A-Y dans les moteurs de recherche. Vous êtes très bien référencé, on vous trouve facilement. Fabien Niesgoda, vous êtes médiéviste, vous êtes professeur agrégé d'histoire-géographie. Je vous connais bien puisque vous êtes un camarade de la promotion Patrick Pierce de l'Institut Iliade, où vous êtes désormais devenu un de nos formateurs. Vous êtes intervenu l'année dernière à notre colloque sur le déclin anthropologique avec une intervention qui, moi, m'avait tout particulièrement marqué sur le piège du nombre. C'est une question que vous avez posée, que vous avez ouverte et que nous allons continuer à discuter aujourd'hui ensemble autour de ce plateau de Radio Courtoisie. Nous retrouverons évidemment la chronique de notre ami Raphaël Emma, qui a réfléchi à la question de la démographie au milieu de notre débat. Alors, d'abord, je pense que l'essentiel est d'abord de poser les termes du débat. La démographie, et je me tourne vers vous, monsieur Montenay, est une science relativement exacte. Est-ce que vous pouvez, en deux mots, nous en donner les grandes articulations et surtout nous faire un état, finalement, de la démographie de la France, de l'Europe et du monde en 2024 ? Entendu. Donc, la démographie, étymologiquement, c'est de dessiner les populations, en fait, en pratique, de les dénombrer. C'est fondamental à long terme, mais ça ne se voit pas parce que tout le monde réagit au court terme à l'actualité. Donc, ça ne se voit pas. Mais il est clair que l'Empire romain a disparu pour des raisons démographiques. Il est clair que la France, qui était le pays le plus peuplé d'Europe jusqu'à Louis XIV, et je ne sais pas très bien à quelle date pour entrer la Russie dans le jeu, et ça l'a beaucoup aidé, la France, et qu'au fur et à mesure qu'elle s'est rétrécie, on s'est retrouvé en 1870 avec des classes 2 fois moins nombreuses que les Prussiens, et puis ça a continué après. Ça a continué de façon assez catastrophique jusqu'à ce qu'il y ait une réaction menée intellectuellement par Alfred Sauvy et administrativement par le Premier ministre, qui a lancé des mesures natalistes en 1938-39, qui ont été reprises par Pétain et reprises après par De Gaulle. Donc on était conscient du problème grâce à Alfred Sauvy, et la France n'est pas dans l'état moribond où elle était dans les années 30. Alors, sur le plan mondial, il y a un mouvement très général de baisse de la fécondité. On estime qu'il faut entre 2,1 et 2,3 enfants par femme pour qu'une population se maintienne. La plupart des pays du monde sont en dessous. Ceux qui sont au-dessus, ce sont essentiellement les pays subsahariens, à part quelques exceptions comme l'Afghanistan, qui n'est pas vraiment un pays développé, et ont plus d'enfants, mais ça diminue aussi. Il y a des pays d'Afrique subsaharienne qui ont 4 enfants maintenant. Alors 4 enfants, c'est encore beaucoup par rapport aux Européens, puisque c'est presque un doublement à chaque génération, mais ça vaut mieux qu'un triplement ou qu'un quadruplement à chaque génération. Donc on voit le moment où l'excédent d'Afrique subsaharienne sera inférieur au déficit du reste du monde. À quelle année ?
On peut pas le dire. Moi, je dis. Alors, pour l'ONU, c'est vers l'an 2100. Pour moi, ce sera bien avant, 2040, 2050. Mais on ne le saura qu'après. Donc, une baisse générale de la fécondité. Oui. C'est une information qui n'est pas forcément connue du grand public. On est plutôt choqué par justement l'explosion démographique subsaharienne qui nous saute aux yeux finalement, en tout cas depuis l'Europe et l'Occident. Alors, elle est très importante, mais elle va plafonner. Mais elle est très importante. L'Afrique subsaharienne était quasiment vide quand les Français et les Anglais sont arrivés. Grâce à eux, grâce à d'autres choses, et notamment au transport qui amène la nourriture quand elle manque, et la population augmente à toute vitesse, mais il faut insister sur le fait que les problèmes démographiques sont très très lents. C'est-à-dire, si aujourd'hui le nombre d'enfants baisse dans un pays donné, pour la France par exemple, et le nombre de vieux continue à augmenter, et surtout si le pays était pauvre et qu'il est moins pauvre maintenant, bon, exemple de la Chine. Donc on a l'impression que tout va bien puisque la population augmente. En fait, elle augmente par les vieux et diminue par les jeunes. Et on ne se rend pas vraiment compte. On se rend compte quand on manque de parents, c'est-à-dire trop tard. Et on se rend compte 25 à 35 ans après, ou 50 ans après, si ça dépend des pays. Brusquement, les naissances s'effondrent, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de parents. Il n'y a pas assez de parents parce qu'il s'est passé avant. Je pense aussi qu'il y a une notion à recadrer qui est la surpopulation. À mon avis, ça n'existe pas. Je donne un exemple. Sous Mao, la Chine se sentait surpeuplée, on avait du mal à nourrir tout le monde, il y avait 450 millions d'habitants peut-être. Mao a eu peur. Il a institué la politique de l'enfant unique, qui est une coercition invraisemblable. On suivait les règles des femmes, si elles jamais s'attardaient un peu, on les poussait à avorter. Enfin, c'était quelque chose d'assez épouvantable. Et puis le résultat était prévisible, c'est que maintenant, il n'y a plus de parents. Il n'y a plus de parents en dessous de 35 ans. Et puis, dans 5 ans, il n'y en aura plus en dessous de 40 ans. Donc la Chine ne fera de toute façon face à des contradictions et à de gros problèmes démographiques. Je vais me tourner maintenant vers Fabien Niesgoda. Même question sur la définition finalement de cette démographie qui nous préoccupe aujourd'hui et sur l'état du monde d'un point de vue démographie. Et puis, je vous invite ensuite, Fabien, à répondre à la question sur la surpopulation à la fin de votre prise de parole. Oui. Alors, moi, je vais reprendre un certain nombre de points, enfin, en insistant quand même sur le fait que l'essentiel est quand même déjà de s'accorder sur un certain nombre de faits, notamment statistiques. Il s'agit ensuite d'avoir des différences d'appréciation qualitative. Et puis, allô ? Oui, nous vous écoutons. Oui, nous sommes là. Oui, donc je disais, on peut déjà s'accorder effectivement sur un certain nombre de faits, et puis ensuite avoir des divergences d'appréciation et aussi de projection dans le futur. Par exemple, un des éléments d'appréciation qui me semble intéressant à souligner, c'est l'intérêt qu'on peut porter par exemple à la fécondité et à son rythme. C'est une chose donc d'observer la manière dont la courbe s'infléchit, ou en tout cas dont le rythme d'augmentation de la courbe plus exactement ralentit, et puis l'évolution de la courbe elle-même. C'est-à-dire que on est effectivement plus aujourd'hui dans les rythmes de croissance démographique qu'on a pu connaître dans les années 60. Je parle là au niveau planétaire, sachant que dans les années 60, on avait à peu près 2% de croissance annuelle de la population, et aujourd'hui, on est autour de 1%. Donc, si on compare effectivement ces deux chiffres, de façon objective, aucun problème, on est effectivement sur un ralentissement. Le problème, simplement, c'est que le taux en question s'applique à une masse humaine, à un effectif humain, qui lui-même, entre-temps, a été modifié. Donc, quand on avait 1% dans les années 60, c'était 1% de plus sur un effectif total de 3 milliards. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a la dynamique, et ensuite, il y a les flux, et finalement, les stocks, on pourrait dire. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, les taux s'appliquent du coup au stock. Et les 2%, donc un rythme très important dans les années 60, le rythme en fait maximal qui est connu la démographie humaine, ajoutait chaque année 60 millions d'humains supplémentaires. Aujourd'hui, avec un rythme qui n'est plus que de 1%, puisqu'on l'applique à un stock qui, entre-temps, est passé à 8 milliards, en fait, on a plus de 80 millions d'humains qui s'ajoutent chaque année. Donc, le rythme a ralenti, mais le nombre d'humains qui s'ajoutent à notre effectif est malgré tout plus important aujourd'hui qu'il n'a jamais été. Et c'est ce que vous appelez, vous,
que vous qualifiez de surpopulation et qui d'ailleurs vous inquiète en tant qu'écologiste. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, même si la surpopulation elle-même, c'est un concept qui est manié parfois avec des pincettes et pas lié au rythme lui-même. En fait, la surpopulation va être liée au constat d'un déséquilibre entre, sur un territoire donné, une population et des ressources. Donc c'est en soi, de toute façon, une question qui est toujours discutable parce que sur le territoire donné, l'exploitation des ressources va passer aussi par des techniques différentes. Du côté de la population, il y a des besoins alimentaires, par exemple, mais il y a des tas d'autres besoins qui sont plus difficilement quantifiés. Et donc le niveau de surpopulation, le seuil en quelque sorte, lui-même est toujours discutable. Mais ce qui me semble important, c'est par exemple ce que Gaston Boutoul lui-même précisait dans son petit ouvrage dans les années 60 justement sur la surpopulation, c'était qu'au-delà du chiffre lui-même, c'était le concept même d'optimum démographique qui était intéressant. C'est-à-dire le simple fait de concevoir que, même si bien il y a un minimum qui est nécessaire pour qu'une société s'organise, puisse défendre son territoire, l'exploiter, etc., on peut à un moment, et ce chiffre-là, à ce moment-là peut être discutable, basculer dans une forme de trop-plein où en fait le nombre devient en lui-même un problème. Et l'idée même de surpopulation, ne correspond pas à un nombre précis à un moment donné, mais à ce sentiment presque de basculement dans l'excès. Oui, donc un sentiment qui relève de la pure appréciation politique. D'ailleurs, est-ce qu'à la fin de la discussion, on pourra trancher ? Peut-être que M. Montenay dira non, il y a de la place, et d'autres comme vous qui diront on est bien trop serré, on a un vrai problème. Du coup, on s'éloigne un petit peu d'une réelle réflexion scientifique, sans cadre et sans normes et sans mesures communes, finalement. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de données difficilement contestables. Un nombre de kilomètres carrés, la production liée à des techniques agronomiques particulières, le nombre de calories nécessaires pour la survie d'un être humain, etc. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont quantifiables. Mais il y a aussi un piège qui est de tout réduire uniquement à des chiffres et de se dire telle technique nous permettrait de nourrir tant de personnes et donc ce nombre de personnes en soi devient une sorte d'objectif. Il y a des tas d'autres éléments qui ne sont pas eux-mêmes quantifiables, qui ne relèvent pas du chiffre et qui peuvent être pris en compte et modifier du coup notre appréciation de la surpopulation. Mais ça n'est pas non plus une question purement subjective, purement de sensibilité pour autant. Oui. Alors une question que je vais poser à vous deux. Donc si finalement vous vous mettez d'accord pour dire que la population va décroître, la fécondité va baisser, simplement avec ce stock qui a augmenté, c'est vrai que c'est une subtilité qu'apporte Fabien Niesgoda qui me paraît importante. On voit également que quelles que soient les régions de la planète, la Chine de Mao, pour reprendre l'exemple de Montenay, l'Europe occidentale aujourd'hui, toutes les régions du monde se préoccupent de la démographie. Donc nous ne sommes pas finalement dans une espèce de course en avant, de fuite en avant, puisque tout le monde, toutes les aires civilisationnelles, tous les pays ont bien conscience de la maîtrise à avoir de sa démographie, Yves Montenay. Tout à fait, mais on ne sait pas comment faire. Les politiques natalistes, dans les pays, en Chine aujourd'hui, ne marchent pas. Il faudrait changer la société en profondeur, et puis les gens ne sont pas d'accord. Donc, et puis je vais faire une remarque iconoclaste. À mon avis, la grande raison de la baisse de la fécondité, au moins dans les pays développés, c'est les retraites. Avant, on avait des enfants pour vous aider dans vos vieux jours. Maintenant, on n'en a plus, on aura la retraite. Bon, la retraite, c'est les enfants des autres. Mais les gens ne pensent pas à ça. Oui, il y a finalement une ambiance, des conditions socio-économiques qui font qu'on ne fait plus d'enfants. Nous avons, lors du dernier colloque de l'Institut Iliade, justement celui où Fabien Niesgoda a parlé, publié un petit cahier scientifique sur la matière scientifique sur la démographie, la fertilité, la natalité, la fécondité. Et c'est vrai que ces travaux scientifiques, donc issus des revues scientifiques anglo-saxonnes, allemandes, françaises, Nature, etc., montraient cette baisse de la fécondité mondiale. Ces problèmes de fertilité, donc il y a un mot anglo-saxon, en français on dit fécondité, avec des critères, des causes finalement peu
établis. Là, vous parlez de conditions socio-économiques, d'autres parlent des perturbateurs endocriniens, d'autres de l'alimentation. Enfin, cette baisse de la fécondité, elle est scientifiquement peu renseignée. En tout cas, les causes sont encore un peu floues. Ou est-ce que, selon vous, on en sait plus maintenant ? Je crois que oui. La baisse de la fécondité correspond en gros à l'urbanisation. Quand on est en ville, il faut un logement plus grand pour les enfants. Le logement coûte cher. La scolarité est inévitable et coûte cher. Et je vais prendre un exemple caricatural opposé. On est dans les champs, on bricole une pièce de plus, on envoie les enfants garder des chèvres, il n'y a pas d'école. Et alors, en général, les gens disent qu'il n'y a pas d'école, donc la femme ne sait pas faire de contraception. Mais la question ne se pose même pas, puisqu'il n'y a pas d'obstacle. Oui. Donc, et puis il faudrait continuer l'histoire de la Chine. Donc, Mao a peur, 450 millions d'habitants, quelle horreur, enfant unique. Aujourd'hui, ils sont 1,4 milliard, ils ne se sentent pas surpeuplés aujourd'hui. Bon, il y a des très grandes villes, mais la Chine ne manque pas de nourriture. Et là, une autre comparaison à long terme, j'aime bien le long terme, démographe, c'est le long terme. De Malthus qui a crié le premier, on va à la surpopulation. Aujourd'hui, la population a augmenté, alors je n'ai pas en tête le chiffre, mais a été multipliée par je ne sais combien, mais la production agricole aussi. Alors ça s'explique à chaque étape, et ce qui est amusant, ou perplexant suivant l'opinion qu'on a, c'est que les techniques ont évolué en fonction de la population. Par exemple, le cas le plus connu, c'est la révolution verte en Inde, au Pakistan et bien ailleurs, aux Philippines et tout. Au moment où la population de ces pays a explosé, les techniques agricoles, irrigation, engrais, sélection des semences, ça a été très bien vu par, comment il s'appelle, ce grand agronome suisse, et dont le nom m'échappe sur l'instant, ça a suivi la population. Aujourd'hui, on dit, tout ça c'est pas bien, des engrais c'est pas bien, l'eau on en prend trop, etc. Mais la population n'augmente plus. Donc il y a un parallélisme, alors les causes et effets sont multiples bien sûr, mais il y a un parallélisme qui est quand même frappant vu sur 200 ans. Cette croissance, on va dire, des moyens de production agricole, c'est accompagné d'une dégradation de notre environnement, puisque finalement, faire des enfants, 2, 6 ou 12, on peut s'interroger aussi sur les conditions dans lesquelles on les fait, dans quel environnement ils vont vivre. Si c'est pour vivre dans une vie non harmonieuse où on se nourrit d'intrants chimiques, finalement, quel intérêt ? Il y a finalement la question qu'on peut se poser aujourd'hui dans cette petite discussion de la qualité et non pas simplement de la quantité d'enfants que l'on fait. Alors, la qualité des enfants, elle vient de l'alimentation quand ils sont jeunes. Elle vient du rôle des parents, ils les élèvent bien ou mal, ils leur apprennent à lire ou pas, etc. Pas accessoirement. Ensuite, de l'éducation, mais l'éducation est en très mauvais état dans beaucoup de pays. En France, on n'est pas content et on a raison, mais ailleurs, c'est souvent pire. Et donc, le rôle des parents est très important. Et je reviens à mon évolution de technique agricole. Aujourd'hui, effectivement, on dit les engrais, c'est pas bien, tout ça, c'est pas bien. Mais en attendant, ça a nourri les gens à l'époque. Maintenant, on a le luxe, si j'ose dire, de se dire c'est pas bien et la population n'augmente plus. Il n'y a pas de cause à effet, mais j'entends bien. Fabien Niesgoda, qu'est-ce que notre discussion vous inspire ? Alors, plusieurs choses. Alors déjà, j'aimerais abonder plutôt dans le sens d'Yves Montenay sur la question des causes du fléchissement de la fécondité. Effectivement, il a dit qu'il y avait quand même une sorte de consensus sur les causes, on va dire sociologiques, quoi. Donc l'âge des études, les conditions de logement, le système de retraite sur lesquels il insiste. Donc là, effectivement, je vais pas le contredire sur ce point-là. On a effectivement tout ce genre de facteurs. Il y a un point également qui est important, c'est en dehors de l'inertie qu'il avait évoqué sur le fait qu'on a affaire à des phénomènes très lents, c'est la prise relativement limitée des actions politiques. J'ai relativement limité parce qu'il ne s'agit pas de penser qu'une politique de promotion de la contraception ou qu'une politique au contraire nataliste a peu d'effet, mais on observe quand même une forme d'autonomie presque des sociétés par rapport aux politiques publiques. C'est par exemple Georges Minois qui avait écrit une histoire qui s'appelait le poids du nombre, qui était une question en fait à travers les siècles sur l'approche qu'on pouvait avoir de la surpopulation, montrait par exemple qu'à l'époque d'Auguste, on avait eu une tentative de politique nataliste
et que finalement les mœurs évoluaient d'elles-mêmes et que le politique était en partie impuissant. Donc voilà, on observe un certain nombre de phénomènes et voilà, n'allons pas non plus exagérer le poids possible de telle ou telle politique dans un sens ou dans l'autre. Tout à fait d'accord. Chers amis, oui Fabien, encore une petite intervention avant notre première pause musicale. Je vous écoute. Oui, alors voilà, le point, je voulais revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était une erreur ou simplement une petite coquille. Enfin, la langue qui avait fourché d'Yves Montenay, à propos de la Chine, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, la politique chinoise a évolué. Et c'est pas Mao, en fait, qui a installé la politique de l'enfant unique, c'est son successeur, Deng Xiaoping, puisqu'à l'époque de Mao, au contraire, la croissance démographique était vue de façon assez traditionnelle. Pensons à la phrase de Jean Bodin, il n'est de richesse que d'homme. Le poids démographique de la Chine était vu comme une sorte d'arme dans la confrontation avec l'impérialisme occidental, etc. Et c'est seulement dans les années 70 et à la fin notamment des années 70, que Deng Xiaoping a voulu ralentir la croissance démographique chinoise en voyant qu'il y avait plus d'inconvénients que d'avantages à avoir une population croissante avec des difficultés possibles pour la nourrir d'une part, et puis également pour subvenir à un certain nombre d'aspirations de la société à une augmentation de son niveau de vie. Donc la Chine elle-même est passée d'une politique démographique de puissance en quelque sorte à une politique plus de régulation, qui elle-même d'ailleurs était consciente de la suite possible, puisque la politique avait été engagée pour ne durer en gros qu'à peu près 2 générations. Et la fin était prévue de la politique de l'enfant unique au moment où effectivement le Parti communiste chinois y a mis fin de façon effective en 2015-2016, quoi. Très bien. Merci pour cette précision. Passons à la première pause musicale avec, je crois, un clin d'œil qui vous est adressé, cher Fabien Niesgoda, de la part de Pierre Leprince. Interlude, je voulais faire un petit clin d'œil à notre invité Fabien, que je sais grand amateur de rock progressif, avec un des groupes phares du genre, The Alan Parsons Project. Comme son nom l'indique, il fut fondé en 1974 par Alan Parsons, ingénieur du son de renom, ayant collaboré entre autres avec les Beatles ou avec Pink Floyd, et qui s'associa avec le pianiste studio Eric Woolson pour pouvoir se livrer à ses envies d'expérimentation musicale. Je vous propose donc d'écouter le morceau Breakdown, tiré de l'album iRobot, sorti en 1977. Bonne écoute.
Alors, nous revoilà dans le studio de Radio Courtoisie. Alors, superbe chœur final pour The Alan Parsons Project. Alors, la chanson s'appelle Breakdown. C'est finalement la chanson un peu d'un dépressif. Ça peut faire le lien avec la question du jour, puisque l'ambiance générale, un peu de dépression, de léthargie en Europe-Occident, pousse pas vraiment à faire des enfants. C'était le second sujet que je souhaitais aborder avec vous. C'était une sorte de focus sur ce qui nous préoccupe, la France et l'Europe, notre civilisation, notre horizon, qui, si on reprend l'ensemble des perspectives qui ont été pour le moment abordées, fait face à un stock de population relativement élevé dans certaines régions. Je pense par exemple à des endroits comme le Benelux et d'autres beaucoup moins. Pour ce qui est de la dynamique de la fécondité, elle est plutôt en berne, avec, on peut reprendre le terme de dépression collective un petit peu, enfin en tout cas c'est l'ambiance générale, largement d'ailleurs orchestrée par des gens qui y ont un intérêt. On peut parler de pression migratoire liée à la démographie exubérante, donc en Afrique subsaharienne, de surexploitation aussi du territoire d'une certaine façon. C'est le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et surtout, nous nous trouvons dans la condition où nous ne représentons plus que 10% de la population mondiale. Donc les conditions ont totalement changé. Est-ce que ce bilan de ce qu'est notre démographie, vous le partagez ou vous le compléteriez, Monsieur Montenay ? Je suis tout à fait d'accord, et je repars du 19e siècle. Quand Napoléon est allé en Égypte, et la France avait 20-25 millions d'habitants, et l'Égypte, peut-être 3. Personne ne le savait, c'est Napoléon qui a fait le premier recensement. Il n'y en avait pas eu avant. Bon, donc, en gros, disons 10 fois moins peuplée que la France. Aujourd'hui, la France, malgré la reprise de sa fécondité, malgré son immigration importante, n'a que 65-68 millions d'habitants, ça se comprend, et l'Égypte 103. Donc les conditions ont totalement changé. En simplifiant beaucoup, on peut dire que l'expansion coloniale venait très très largement, ça vient de bien d'autres choses, de la supériorité démographique de l'Europe, et que ça c'est fini. D'ailleurs, si la Chine n'a pas été colonisée, c'était un morceau trop gros. Donc selon vous, si je fais un raccourci, la puissance telle qu'on peut l'envisager dans l'expansion coloniale, est liée à une démographie en expansion, ou est-ce qu'on peut être puissant et souverain sans avoir de démographie Je crois qu'à long terme, c'est pas possible. Et je voudrais dire un peu ça, la question de l'immigration. Vous avez parlé de qualité des hommes. La qualité des hommes, c'est les parents et l'enseignement, en gros. Bon, les parents et l'enseignement, ça veut dire aussi que les parents, sachant que les femmes veulent travailler et ne veulent pas rester à la maison, c'est comme ça dans le monde entier. Dès qu'il y a un petit peu de contact, c'est-à-dire qu'il y a de l'urbanisation en fait, que les gens se connaissent, se rencontrent, les femmes ne veulent pas rester chez elles. À ce moment-là, si on veut que ce soit compatible avec un minimum de fécondité, il faut qu'elles soient aidées. Et c'est là que l'immigration joue un rôle, puisque dans mon quartier, qui est le quartier moyen de Paris, la gare de Lyon, le nombre de nounous est invraisemblablement élevé. On voit dans tous les parcs publics une nounou avec 4, 5, 6 enfants. Des nounous africaines, on est d'accord. Africaines, oui. Voilà. Oui, donc qui changent fondamentalement notre société. Alors ça, c'est pas sûr, parce qu'elles viennent, au départ, oui, mais elles viennent parce qu'elles pensent que c'est mieux. Elles ont des enfants, elles s'occupent d'enfants, elles voient comment ils sont élevés, elles sont en contact avec les parents. Et là aussi, je crois qu'il y a une question de temps qui est mal connue. Autant la démographie, on n'en voit des effets que 30 ans, 60 ans après. Avant, on ne les voit pas. Autant en matière d'immigration, on voit des effets peut-être un siècle après. C'est-à-dire, vous vous souvenez, vous avez entendu parler de la façon dont on a accueilli, par exemple, les Italiens il y a plus de 100 ans. C'était des sauvages, c'était des catholiques accrochés, alors dans un public laïque. Ils avaient toutes sortes de défauts, ils étaient inassimilables. Donc, c'était pas possible. Bon, maintenant, si quelqu'un a un grand-père italien, personne ne le remarque. Je crois que c'est un peu pareil. Je pense fondamentalement le contraire. Je pense que vous fourvoyez. C'est une affaire de génération. Je vois autour de moi plein de gens qui ont des noms arabes. Bon, ils ont un grand-père quelque part, mais ils sont comme tout le monde. Ils sont comme tout le monde. Alors,
il faut nuancer ça. Il y a des quartiers, il y a des couches sociales, etc. Mais il faut prendre le temps des générations. Malheureusement, on ne le verra pas. Si on n'est pas d'accord sur ce point, il faudrait se donner rendez-vous dans 60 ans. Oui. Et puis on verra ce qui s'est passé. Non, mais en creux, vous, face à la situation sur laquelle nous sommes d'accord, vous acceptez l'immigration extra-européenne comme une solution. C'est pas une solution, c'est même pas une solution, c'est indispensable. Et il y en a une illustration. Les pays d'Europe de l'Est sont très nationalistes et sont très anti-immigration. Toutes les déclarations sont comme ça. Et en pratique, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les patrons viennent dire « je ne trouve plus personne ». Alors, il y a deux raisons. Premièrement, faible fécondité. Deuxièmement, tout le monde va travailler en Allemagne. Ce qui aggrave encore le problème. Donc c'est un problème politique, c'est pas un problème démographique. Le résultat est démographique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas de jeunes qui sont partis. En partie, et en partie, ils ne sont pas nés. Ce sont des pays où la fécondité est basse. Alors que font les patrons ? Ils vont sonner à l'administration qu'il faut en disant « moi, il me faut 3000 personnes ». Et quand on a fait 10 fois, 100 fois 3000 personnes, finalement, une immigration relativement importante aussi. Mais elle est passée, j'allais dire, par un visage de nécessité. Alors, je vais bloquer, il me faut du monde, et puis, dans une certaine mesure, c'est choisi. Il faut quand même pas être grand clair pour se rendre compte que ces populations, qui ne sont plus justement quelques individus, mais des peuples entiers, bien sûr. Ne peuvent pas faire partie de l'équation d'une solution pour les Européens. Je connais la discussion, et il y a, à mon avis, d'abord, il ne faut pas être ni angélique, ni... non, bien sûr, je cherche pas... Je vous écoute, d'ailleurs. Il y a d'abord... Le mot immigration n'est pas clair du tout, il n'est pas défini. Il n'y a pas un bloc de gens qui augmentent tous les jours et qui pourraient renverser le gouvernement. Il y a des Maliens, il y a des Vietnamiens, il y a des Syriens, pas tellement en France d'ailleurs, ils sont plutôt en Allemagne. Il y a des gens très différents les uns des autres, je les vois très mal se coaliser. Que ce soit électoralement, que ce soit violemment, je ne les vois pas. Bon, il y a eu des émeutes il n'y a pas très longtemps. On a recueilli, malheureusement pas assez, enfin quand même quelques milliers de prénoms. Ils sont extrêmement variés, les prénoms. Il y a aussi bien Jean-Pierre que des prénoms arabes. Mais les prénoms arabes ne veulent pas dire qu'on est musulman. Il y a des tas de gens qui ont des prénoms arabes qui ne sont pas musulmans. Et Jean-Pierre ne veut pas dire qu'on est gaulois. Si on suit votre réflexion. Depuis que les prénoms ont été libéralisés, c'est-à-dire maintenant il y a plus de 20 ans, donc ça ne concerne pas les jeunes d'aujourd'hui, il y a n'importe quoi. Il y a beaucoup de prénoms d'ailleurs de célébrités du showbiz, par exemple. Bon. Je vais laisser un peu la parole à Fabien Niezgoda quand même, parce que notre discussion a un peu dérivé sur l'immigration, mais c'est tout à fait intéressant. Fabien, donc, nous avons posé un peu le bilan de ce qu'est la France et l'Europe face à sa situation démographique. Le fait que l'Europe ne pèse plus que 10% de la masse mondiale, avec une pression migratoire, on vient d'en discuter. Comment, d'un point de vue des Européens et de la France, peut-on envisager les choses ? Est-ce qu'on se contente, comme Montenay, comme M. Yves Montenay, d'accepter cette immigration de peuplement ? Alors, cher camarade Romain, ce ne sera pas étonnant de me voir me ranger à l'idée d'un attachement à l'identité européenne. Et donc, effectivement, pour moi, là, il n'y a pas de possibilité d'accepter comme variable d'ajustement le simple jeu des vases communicants et de considérer qu'un apport migratoire extra-européen réglera des problèmes de retraite, d'emploi, de services, etc. Ensuite, on peut dire que c'est un vœu pieux et malgré tout, la situation va nous déborder, mais voilà, on peut soit tenter de la refuser, soit s'y résigner, ou alors espérer qu'on puisse y échapper. Et là, voilà, ma position là-dessus sera claire. Il faut faire en sorte d'éviter que l'Europe se dissolve dans une forme de submersion. Donc par des choix politiques finalement de préférence identitaire, avec des enfants. Donc M. Montenay dit, ces enfants, ces travailleurs ne sont pas là, ne sont pas nés. Alors certains ont fui, on peut éventuellement avec une politique vitaliste, on peut les récupérer, mais ceux qui ne sont pas là. Oui, alors le problème vient effectivement du poids respectif des différentes zones. Donc il a été rappelé, aujourd'hui, les Européens pèsent moins de 10% de la population mondiale.
L'Égypte, qui était largement moins peuplée que la France à l'époque de l'expédition de Bonaparte, compte aujourd'hui plus de 100 millions d'habitants, avec même un taux de fécondité qui a augmenté depuis les printemps arabes, contrairement à la tendance qu'on observait généralement dans la rive sud de la Méditerranée. Donc voilà, on a face à nous un bloc démographique qui augmente de plus en plus. Mais on peut quand même relativiser sans non plus minimiser et nier le problème, en se disant que les Européens, à l'époque de leur domination, n'ont jamais été eux-mêmes majoritaires, même s'ils ont eu un poids plus important. Au maximum, l'Europe, avant la guerre de 14, c'était un quart de l'humanité. Et c'était plutôt exceptionnel, sachant que dans les périodes précédentes, l'humanité n'avait jamais dépassé réellement les 20%. Or, dans ces périodes-là, tout en étant minoritaire, certes moins minoritaire qu'aujourd'hui, l'Europe ne faisait pas face à une submersion migratoire, même si elle avait parfois des problèmes de table. Pensons à l'Empire romain avec ses marges de barbares, mais c'était pas non plus des masses humaines aussi importantes que celles dont on parle aujourd'hui. Or, que faire en fait face à cette menace? Est-ce que on peut se dire, rééquilibrons, et puis face à plus de 100 millions d'Égyptiens, faisons en sorte que la France elle-même redevienne beaucoup plus peuplée par rapport à ce pays comme elle l'était précédemment? Est-ce qu'on peut envisager d'avoir une politique ultra-nataliste d'une certaine manière, amenant la France à elle-même atteindre et dépasser les 100 millions? Est-ce qu'une telle surenchère en fait aurait du sens? Oui, une sorte de course des ventres finalement. Voilà, c'est ça. Alors se pose ensuite la question bien sûr de la question des ressources et compagnie liée à l'idée même de surpopulation qu'on évoquait dans la première partie. Le but également d'une exploitation toujours plus accrue du territoire. Je reviendrai, peut-être ce sera un mot de conclusion un petit peu plus tard. La faisabilité même d'une telle surenchère, on peut se poser la question, même avec une politique de réarmement démographique visiblement chère à notre président depuis quelque temps, est-ce qu'on pourrait atteindre effectivement être à armes égales face aux masses du Sud? À partir du moment où on se pose la question, qu'on commence à manier un petit peu les chiffres, on se rend compte que c'est difficilement crédible. Et partant de là, en fait, c'est pas tellement sur la question du nombre face au nombre qu'il faut tenir bon, en quelque sorte, c'est sur la question des principes, notre légitimité même à défendre notre territoire, notre identité. Là, je renvoie au livre qui a été réédité, je crois, récemment de Thibaut Mercier, Athéna à la borne, discriminer ou disparaître. Il y a aussi cette nécessité de réhabiliter la frontière, la légitimité d'un peuple à la défendre, à être souverain chez lui, à défendre son territoire, et face aux masses du Sud, non pas être dans une surenchère, mais dans une forme de fermeté et de clarté sur le non-accueil, en quelque sorte, et une forme de compartimentage du monde. À partir du moment où un certain nombre de populations débordent de chez elles, puisque finalement, s'il y a cet excédent migratoire, c'est bien qu'il y a une forme de surpopulation qui arrive quelque part, de la même façon que les Européens, à l'époque coloniale, ont pu déborder de leur propre territoire et envoyer leurs pauvres coloniser un certain nombre de territoires au détriment parfois des autochtones. Là, on se retrouve nous-mêmes dans la position des autochtones dont le territoire fait l'objet de convoitises. Donc il s'agit en fait de réaffirmer notre souveraineté sur ce territoire avant tout. On est plus dans un réflexe politique et culturel que strictement dans la démographie elle-même. C'est votre conclusion qui est politique et on peut dire également historique. Vous dites nous avons été puissants dans le passé sans avoir non plus une démographie débordante, exorbitante. Il est donc possible, selon vous, avec de la volonté politique, de continuer à être souverain sur son territoire dans une société harmonieuse et repousser finalement ces vagues, ce trop-plein démographique venant du Sud. Ça peut paraître un vœu pieux. Moi, je pense personnellement que la politique peut ouvrir absolument toutes les portes et qu'il ne faut pas baisser les bras. On va voir ce qu'en pense Raphaël Emma, qui nous propose à chaque émission sa perspective identitaire sur le sujet. Écoutons-le, la parole est à lui. Quand on parle démographie à droite et surtout de la chute de celle-ci, en particulier chez les peuples européens, notre famille politique a quelques réflexes pavloviens. Elle va rechercher la responsabilité totale et exclusive de l'affaissement de celle-ci dans l'unique installation du modèle culturel et social post-68, celui qui a défait la famille, celui qui a imposé les dictats féministes,
celui qui a divirilisé les hommes. En bref, celui qui a déconstruit le monde traditionnel pour le remplacer par un modèle individualiste, consumériste et jouisseur. Cette piste d'explication fait reposer, si elle possède du vrai, la seule responsabilité de la chute démographique sur les responsabilités individuelles de chaque Européen, étant au choix trop lâche pour accepter son rôle social commun, ou alors refusant d'endosser ses responsabilités, esquivant toute forme de projection et de construction sur le long terme. Si cette réflexion est en partie vraie et qu'il est nécessaire de construire un modèle alternatif, il est pourtant pertinent d'analyser la chute démographique contemporaine avec l'approche structurelle et environnementale. En effet, de récentes études constataient en 2022 une baisse de la qualité du sperme de près de 50% en moins de 40 ans. D'autres attestaient que chez les femmes, la probabilité d'avoir un cancer du sein s'était multipliée par 3 en l'espace d'une génération. Plus encore, certaines notaient les baisses tendancielles de la testostérone ou plus largement, une série d'autres dérèglements hormonaux chez les individus. La recherche semble indiquer unanimement que ces phénomènes sont surreprésentés dans les pays développés, c'est-à-dire ceux les plus concernés par la chute démographique, et par son corollaire s'agitant au-dessus de leur tête comme une épée de Damoclès, le grand remplacement. Les mêmes études recherchant le meilleur coupable de cette chute de la fertilité pointent du doigt plusieurs pistes. Perturbateurs endocriniens, pollution, stress, tabagisme, tous s'accordent en revanche pour dégager une tête de liste. Cette tête de liste, c'est les microplastiques. Une appellation qui recouvre un certain nombre de substances comme le bisphénol A ou les phtalates que l'on retrouve notamment dans les processus plastifiants ou plus largement dans les produits issus du plastique. Anthropologiquement, la découverte du plastique, matériel solide, peu cher et pratique, a entraîné avec elle la popularisation de son utilisation. Symbole même du XXe siècle, le plastique est l'âme de l'industrialisation, de la production à la chaîne, de la consommation, in fine, de la rupture anthropologique qui a frappé l'homme, surtout européen, en le faisant sortir des champs pour le mettre dans les usines, plus tard dans les bureaux. Au-delà des microplastiques, c'est l'installation pérenne dans les sociétés post-industrielles de matériaux et substances nocives pour le corps, ingérés au quotidien qui posent un souci majeur de santé publique. Une nouvelle fois, on retrouve ici un problème global. En effet, c'est l'ensemble du modèle de production et de consommation qui les sociétés européennes en tête ont adopté qui nous amène, sans trop exagérer, à appeler une stérilisation structurelle. En ce sens, on ne peut trouver de solution au problème de la chute démographique sans repenser, comme souvent, la structure dans son tout. À ces faux écologistes qui voudraient décourager les Européens à faire des enfants pour contrer le réchauffement climatique, nous pourrions leur dire, un peu en souriant, que les lobbies du plastique, de l'aspartame ou du paracétamol s'en chargent déjà très bien. La chronique de Raphaël Aima, donc auditeur de la promotion Frédéric Mistral, activiste en Provence, vous pouvez le suivre sur Twitter. Donc il revient finalement un petit peu sur ce qu'on a essayé d'introduire tout à l'heure. Vous étiez tous les deux d'accord avec Niezgoda pour dire que c'était essentiellement la culture urbaine et les nouvelles conditions socio-économiques qui expliquaient les grands phénomènes. Raphaël introduit une autre idée, c'est que ces chamboulements ont aussi été des chamboulements de notre santé et de notre rapport finalement à la Terre et qui impliquent la baisse de la qualité du sperme, une augmentation des cancers qui expliquerait de façon plus massive cette baisse de la fécondité. Vous n'étiez pas d'accord, Yves Montenay? Alors, je ne suis pas d'accord parce que c'est pas du même ordre de grandeur. Si quelqu'un a un sperme moins fécond, pour parler carrément, il s'y reprendra 3 fois ou il doit s'y reprendre à 1 fois. Il ne va pas devenir stérile au sens propre. D'ailleurs, les gens ont le nombre d'enfants qu'ils veulent, en gros. Pas qu'ils souhaitent. Ils souhaitent en avoir 2, 2,4, 2,5. En France, il y a des sondages réguliers là-dessus. Et ils s'arrêtent à 1,8, ce qui n'est pas très loin quand même. Ils s'arrêtent à 1,8 parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement, parce qu'il y a une période de chômage, pour des tas de raisons avec personnelles. Des difficultés de santé, je ne pense pas que ce soit et grâce à certaines techniques, ce n'est pas un frein finalement. Ce n'est pas ma compétence, donc je ne vais pas aller plus loin, ce n'est pas de ma compétence. Je pense que c'est quand même secondaire dans le phénomène, puisque sinon il y aurait des stérilités absolues. Les gens n'auraient pas d'enfants et puis les médecins seraient complètement submergés. Et je reviens à mon histoire d'immigration parce que je crois qu'il y a vraiment un malentendu là-dessus. D'abord, l'immigration en France, si vous avez un ami qui veut entrer en France, c'est pratiquement impossible. Il faut cocher un certain nombre de cases. On a l'impression que les gens disent mais l'immigration est contrôlée. Pas du tout, elle est très contrôlée. Elle est peut-être trop contrôlée à niveau... Trop, ça, on peut discuter, je ne le crois pas personnellement. Non, vous plaisantez. Non, mais essayez de demander à un ami péruvien d'immigrer en France, il ne pourra pas. Vous avez pas. Non. Vous voyez bien demander à un Maghrébin de venir en France. Le nombre de clandestins qui rentrent sur le territoire. Mais c'est combien? Je
c'est quelques milliers. Ça ne change pas les balances démographiques. C'est pas bien d'être clandestin. Attention. On ne respecte pas des règles, mais ce n'est pas un mouvement démographique important. Un Maghrébin, ils veulent tous venir en France. Ils ne peuvent pas. Il faudrait qu'ils aient un parent en France, il faudrait qu'ils soient étudiants et qu'ils aient l'argent pour ça. Alors, il y en a qui le font. Il y en a à peu près 50 000 étudiants, diront la moitié maghrébins et la moitié reste du monde. Et il y a... Vous estimez à combien la population sur les 68 millions de Français qui est d'origine, première, deuxième ou troisième génération extra-européenne? Alors, est-ce que ça, comme les statistiques sont aussi... Les gens se battent là-dessus, mais je crois que c'est biaisé de plusieurs façons. Premièrement, il y a beaucoup de mariages mixtes. Donc, quelqu'un qui... j'ai un ami musulman, très modéré, mais musulman, dont la mère est chrétienne. Bon, ce monsieur est fou d'histoire de France, il est fou de la défense du français. Bon, déjà... La France n'est pas qu'une culture, c'est aussi une filiation ethnoculturelle. Lui, il est français dans sa tête, c'est clair. Ça n'empêche, il est musulman quand même. Bon, il ne va pas tuer son voisin, c'est pas le genre. Mais, je veux dire, il y a... L'immigration, c'est un mot qui est mal connu. D'ailleurs, vous venez vous-même de l'employer en disant les 3 générations. Bon, alors, pourquoi pas la 4e pendant qu'on y est? Pourquoi pas la 5e? Parce que les 3 générations correspondent plus ou moins aux grandes vagues d'immigration africaine, c'est pour ça. Pas tellement. Si vous remontez à 3 générations, les grandes vagues sont espagnoles, italiennes, portugaises. Ouais. Oui, et puis après, le temps se déroule. Hein. Après, elles sont variées. Il y a eu beaucoup de réfugiés vietnamiens. Je veux dire, il n'y a pas de bloc. D'abord, il n'y a pas de solidarité nationale, sauf dans le cas de quelques Algériens, il n'y a pas de grande solidarité nationale. Ce n'est pas parce que quelqu'un est cambodgien qui va se battre pour les Cambodgiens en France. Ce n'est pas parce que quelqu'un est algérien qui va se battre pour les Algériens en France, sauf un petit noyau. Ce n'est pas parce que quelqu'un est marocain, etc. etc. Donc, il y a des variations individuelles, des variations fantastiques dans le niveau de culture. Vous avez lu peut-être l'article... Personne ne peut nier qu'il y a des individus qui connaissent mieux l'histoire de France que moi. Par contre, je vous dénie le fait de dire qu'ils ne constituent pas des masses halogènes autonomes. Je veux dire, c'est évident. On peut trouver des endroits, il faut y aller, encore que j'en connais pas mal de ces endroits, où on se dit, mais c'est un bloc, c'est pas possible, puis qu'on voit sur place, on s'aperçoit que c'est des gens très variés. Bon. Il faudrait une autre émission, peut-être. Oui, pour ça. Alors, je reviens plutôt à la fécondité. C'est toujours intéressant. Parce que là, on est sorti de la fécondité. Sur la baisse de la fécondité, pour revenir à la chronique de Raphaël, c'est très simple. Personne n'y peut rien. En gros, en détail un petit peu, mais en gros, personne n'y peut rien. Pratiquement aucune politique nataliste dans le monde n'a réussi. Le seul petit exemple, mais assez faible quand on compare aux voisins, c'est la France avec les grandes lois de 1939. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les politiques natalistes ont tendance à échouer. Elles échouent complètement. Et alors, il y a des gouvernements, par exemple, aujourd'hui la Chine. La Chine veut 3 enfants. Donc, elle a dit à l'administration très puissante, et avec des moyens très, très forts de coercition, de l'enfant unique. Maintenant, dites pas l'enfant unique, dites 3 enfants. Les gens n'ont pas 3 enfants. Ils en ont 1,2, 1,3, ils n'en ont pas 3. Parce que là, impossible de relancer la machine d'une certaine façon. On ne peut pas faire un enfant à la place du père, si j'ose dire. Oui. C'est pour être très concret. Et les gens ne veulent pas, alors ils ont leur raison, ils expliquent ça. Je crois que le manque de liberté est pour quelque chose. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Il y a des tas de raisons qui font que, bien que la politique de l'enfant unique soit maintenant la politique de 3 enfants, il n'y a pas 3 enfants. Et il y a un autre exemple très connu, c'est celui de Ceausescu, très nationaliste, communiste, très nationaliste, voit de la fécondité de la Roumanie tomber, il a taillé l'avortement du jour au lendemain. Donc, des gens qui ont été pris de court, il y a eu des naissances quelques mois après. Et puis après, c'est retombé au niveau initial. Et puis, sur l'Europe de l'Est, je crois que c'est très intéressant parce qu'ils ont un sentiment identitaire puissant, les gens de l'Europe de l'Est. Et cependant, alors ils proclament qu'ils ne veulent pas d'immigrer, et cependant, ils en prennent autant que les autres parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis, est-ce qu'on peut priver... Comment ça, ils n'ont pas le choix? Parce que les entreprises sonnent à la porte en disant « dites donc, moi je ferme ». Oui, donc je ferme. Je dis, on peut prendre la chose à l'envers. C'est-à-dire il y a des personnes, il y a des groupements d'intérêt qui ont intérêt à faire venir de l'immigration pour faire pression sur les salaires. Si l'agriculture et l'industrie s'arrêtent, il ne faut pas qu'elle ait l'intérêt du pays. Mais il y a beaucoup de chômeurs inemployés dans la plupart de ces pays. Pas du tout. Il y a combien de chômeurs en France? Vous en avez des millions.
Oui et non. Donc ça paraît aberrant de faire venir des... Si on fait venir des ouvriers, c'est pour avoir des salaires sous-payés. En détail, ça ne marche pas. Il y a 3, 4, 5 millions, c'est bon de définition, de chômeurs en France. J'étais employeur, je voulais embaucher des gens. On ne peut pas embaucher des gens. On peut, une fois en passant. Qu'il y ait des difficultés, je le nie pas. On ne peut pas. Pourquoi ? Parce que monsieur Machin au chômage a sa femme au Crédit Lyonnais de Tarbes. Et il ne veut pas s'éloigner depuis 10 km de Tarbes. Parce que monsieur Truc ne sait pas dire. Alors, attendez, que les Français ne veulent pas, après, nous avons un héritage à transmettre à nos enfants. C'est ça qu'il faut faire. Qu'on ne veuille pas le dévaloriser, ça me paraît tout à fait normal que les Français ne veulent pas travailler à n'importe quelle condition. Je vais laisser, sinon il ne pourra pas parler, le pauvre. En plus, c'est compliqué, il est par téléphone. Fabien Niezgoda, vous avez entendu notre discussion peut-être un petit peu décousue, vous avez entendu la chronique de Raphaël Emma, peut-être que ça vous inspire une ou deux réflexions pour les auditeurs. On est d'accord sur le fait que les gouvernements n'y peuvent rien. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Pour les auditeurs Radio Courtoisie, est-ce qu'une ou deux réflexions vous sont venues à l'esprit ? Oui, alors par rapport à la chronique et puis à la question de la baisse de la fécondité, là j'irais dans le même sens que Yves Fontenay, en disant que le facteur existe mais qu'il est effectivement marginal, pour une raison en particulier, c'est que le facteur limitant dans la démographie, c'est quand même beaucoup plus du côté des femmes que du côté des hommes. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on compte le nombre d'enfants par femme. Une femme a un ventre et puis doit disposer de 9 mois pour pouvoir enfanter, alors que un homme fertile peut aller en fait ensemencer plusieurs femmes et compenser en quelque sorte les hommes stériles qui peuvent exister. Alors que du côté des femmes, la compensation n'est pas possible de la même manière. Donc pour minimiser un peu l'impact, sinon la réalité de la baisse de la qualité du sperme. Première réflexion. Deuxième réflexion, en fait, c'est sur la question quand même de la démographie, avec l'exemple de l'ami d'Yves Montenay, qui était avec un exemple d'intégration, etc. Là, en fait, je mobiliserais quand même ce concept assez précieux forgé par Renaud Camus, qui est la question dans le cadre ce qu'il appelle le remplacisme, de la matière humaine indifférenciée. Et cette idée de pouvoir remplacer les hommes les uns par les autres et de ne pas faire attention à leur qualité, dans un sens simplement de ce qui est propre à leur identité. Il donne par exemple son propre exemple à un moment en expliquant que il connaît, il est certainement plus familier de la culture ou d'histoire italienne qu'une bonne partie des Italiens eux-mêmes. Mais que pour autant, il serait scandalisé ou attristé qu'on puisse le considérer comme italien sans considérer son histoire, son propre enracinement français, et le fait que tout en ayant une grande familiarité et un grand amour pour la culture italienne, il est étranger de fait à ce pays, et que il dit un peu la même chose par rapport au Japon. Il a le plus grand respect pour le Japon, mais si on devait le naturaliser japonais, il trouverait ça d'une absurdité. C'est finalement une vision assez libérale et matérialiste de croire que les hommes sont interchangeables et que on peut les faire passer finalement d'un pays à l'autre. Ils sont pas interchangeables. C'est différent. Ils sont pas interchangeables. Bon, Fabien Niezgoda, je vous laisse continuer. Oui, c'est ça, en fait. C'est la logique dont Renaud Camus identifie l'une des racines du côté du Fordisme, en fait. L'idée, c'est que l'artisan qui maîtrisait sa chaîne et qui avait de sa propre personnalité en quelque sorte dans son produit, a été remplacé par Taylor, avec l'organisation scientifique du travail, par un ouvrier spécialisé, c'est-à-dire en fait à qui on attribuait une seule tâche que pouvait faire n'importe qui à sa place. Et l'ouvrier spécialisé devient, dans cette conception fordiste, un élément complètement interchangeable, une variable d'ajustement. Et le remplacisme global, en fait, considère tous les hommes justement comme étant possiblement remplacés les uns par les autres. Et donc derrière, on perd en fait en qualité humaine, on perd toute la dimension culturelle, anthropologique, qui fait en fait l'identité et la valeur même propre à chaque individu. C'est justement leur intérêt. Continuez. Pardon. Et oui, la dernière chose, en fait, alors ça va paraître une sorte de passerelle un petit peu curieuse, mais c'est quelque chose en fait qui me vient souvent à l'esprit. Comme tout à l'heure, on a eu l'interlude musicale. Je me suis dit, tiens, mes propres goûts personnels vont influer sur la programmation de Radio Courtoisie, et donc j'aurais pas pu imaginer que mon péché mignon et mon inclination pour le rock progressif puisse avoir un tel écho. Et en fait, j'avais pensé moi à un autre morceau, en me disant quand même c'est un morceau de plus de 8 minutes qui va difficilement pouvoir être programmé. C'est trop long. On n'aurait pas pu. Et donc en fait c'est un morceau de Genesis sur l'album Foxtrot de 1972 qui s'appelle Get 'Em Out by Friday, donc expulsez-les pour vendredi.
qui est une sorte de petite histoire, comme souvent dans les œuvres de Genesis de cette époque-là, des années 70, donc chantée par Peter Gabriel. Et ça raconte une petite histoire d'un expulseur, en fait, c'est son nom, qui est chargé donc pour des opérations immobilières d'aller déloger les habitants d'un quartier. Il y a un petit interlude musical et puis la chanson redémarre vers une sorte d'épilogue qui se passe 40 ans plus tard, donc en 2012, où on a une annonce en fait à la télévision ou à la radio. Le journaliste dit que le contrôle génétique a mis en place une restriction de la taille des individus qui sera limitée de 4 pieds. Et derrière, en fait, la compagnie immobilière du début réintervient en disant en fait que ça va être très pratique parce qu'on va pouvoir du coup loger 2 fois plus de personnes et puis l'expulseur revient à la charge pour une nouvelle opération immobilière. Et cette chanson-là me revient souvent à l'esprit quand j'entends en fait des arguments, alors parfois de l'ordre du partage, parfois de l'ordre du progrès technique, nous disant en fait on va pouvoir ne nous préoccupons pas de la population ou de la surpopulation, c'est une illusion, c'est une crainte infondée, Malthus s'est trompé, les progrès techniques nous permettent de nourrir davantage de personnes, il y a des problèmes avant tout de répartition et en s'organisant mieux, on va pouvoir nourrir 10, 12, pourquoi pas plus encore de milliards de personnes. Et à chaque fois je pense en fait quand par exemple un végétarien me dit que voilà, il est végétarien non pas seulement par goût ou par problème par rapport à la souffrance animale, mais parce qu'il estime que, ce qui est mathématiquement d'ailleurs vérifiable, si tout le monde est végétarien, on peut nourrir plus de personnes que si chacun mange un steak de bœuf. Ça sera bientôt des steaks de scarabée. Et voilà, et on peut se dire, en fait, même la technique nous permettra d'avoir un autre rapport de protéines, donc passons effectivement à des substituts, soit industriels, soit à base d'insectes, utilisons des pois chiches transgéniques, etc., et on pourra nourrir davantage de personnes. Et à chaque fois, en fait, je repense à ce petit morceau de rock progressif et de science-fiction à la fois, où le contrôle génétique annonce qu'on va diminuer par 2 la taille de la population, ce qui permettra de mieux nous loger. Et je vois toujours, du coup, derrière cette idée on peut encore nourrir plus de personnes, d'une atteinte, en fait, à notre dignité, notre identité, notre spécificité d'être humain, et notre liberté aussi, puisque finalement, en essayant de loger le plus de personnes possible sur Terre, en quelque sorte, et en optimisant le remplissage humain de la Terre, on impose des contraintes de cohabitation, des contraintes d'exploitation de nos écosystèmes, toujours plus soumises en fait à cet objectif qui n'est pas questionné en soi, d'être toujours plus nombreux. J'ai l'habitude de dire, pour me donner du courage, que l'intendance suivra quand j'ai envie de passer à une étape suivante, ce qui, pour vous, n'est pas possible, en tout cas à l'échelle macro. L'intendance ne suivra pas et nous allons vers des périls. Pierre Le Prince, vous nous proposez une seconde pause musicale. Tout à fait, Romain. Cette fois-ci, direction la Suède, ses fjords et ses musiciens à cheveux longs et lisses pour découvrir le groupe Fejd. Formé en 2001 par les frères Rimmerfors, qui évoluaient auparavant dans un registre plus métal, Fejd est une ode perpétuelle aux légendes nordiques avec pour particularité l'usage d'instruments médiévaux traditionnels. Bouzouki, cornemuse, vielle à roue ou encore flûte de saule cohabitent donc avec une batterie énergique et un chant habité. Le morceau que je vous propose de découvrir s'intitule Svansang, soit le chant du cygne en français, ce qui refait un peu un lien avec la discussion qu'on avait auparavant, et est tiré de l'album Storm, sorti en 2005. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Cuentan
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Chers amis de Radio Courtoisie, alors comme souvent, la discussion fut intense mais brève. Donc Yves Montenay a dû quitter les studios. Il vous salue tous chaleureusement. Fabien Niesgoda, merci d'avoir été avec nous. J'espère vous recevoir prochainement de nouveau dans cette émission pour aborder le même sujet, puisque il y a forcément toujours un peu de frustration ou d'autres. Vous êtes un puits de science là-bas dans les Vosges. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et c'est très volontiers que je reviendrai au micro. Merci. Alors avant de passer à la rubrique suivante, donc plus personnellement pour tous ceux qui suivent cette émission, qui suivent les émissions de l'Institut Iliade, Vive la civilisation européenne, évidemment, je vous invite à la plus grande vitalité pour le futur de notre Europe. Si nous voulons lui donner un destin, il faut reprendre en main notre politique, il faut reprendre en main notre natalité. Ça ne sera pas l'immigration et ça ne sera pas les robots qui le feront à notre place. Tout est entre nos mains. C'est le message que je souhaitais vous envoyer en tant qu'animateur de cette émission. Et maintenant, c'est notre rubrique Autour d'un verre. Autour d'un verre, le rendez-vous poétique de Justine Bray, auditrice de la promotion Homère de l'Institut Iliade. Nous retrouvons aujourd'hui Madeleine qui interprète les poèmes de Frédéric de Cinquiaux dans notre rendez-vous poétique mensuel Autour d'un verre. Une chronique où elle nous partage son regard sur le monde à travers les réflexions d'un jeune couple, Frédéric et Romain. Cette semaine, elle vous propose, chers auditeurs de Radio Courtoisie, un texte intitulé « La grossesse ». Sans vous gêner, madame, pourriez-vous me décrire la joie, les émotions, ce qui provoque l'ire de votre être couvant un embryon de vie, dans l'œuvre magistrale s'orchestre dans la nuit? Qu'avez-vous ressenti au cours des derniers mois? Les 9 ont accueilli vos rêves, vos émois. Les 3 restants ne vous connaissent que fillettes. Ils vous découvriront une taille replète, qu'un bébé chérira, pourvu qu'en abondance, sa mère tétonnière lui emplisse la panse. Romain, mon cher complice, il n'y a entre nous aucune discussion qui puisse être un tabou. Je vais vous apporter quelques menus détails sur les sentiments propres à l'aube du travail, qui m'ont traversé en changeant parfois l'humeur de mon état d'esprit suivant l'axe des heures. Je n'ai, durant ce temps, jamais perdu la foi. Mes pensées sont heureuses et mon corps est en joie. Nature sacrée, son verbe de bon aloi m'a transmis l'essentiel, se détacher de soi. Je perçois dans vos mots quelques frustrations. Ressentez-vous le manque de ces sensations ? Mais oui, je suis le témoin de votre transformation. Mais je ne puis entrer dans cette équation. Le rythme de vos pas s'est adapté au sens de cet être charnel me faisant concurrence. Votre corps tout entier subit son influence, tandis que le mien se réduit à la semence. Et puis, comment décrire la vilaine impuissance de ne point vous ôter les peines et souffrances de ces primes douleurs lorsque vous mettrez bas? J'envie l'intensité qui vous traversera. Me verrai-je moi-même naître il y a 30 ans en contemplant ma femme pousser des hurlements? Si je puis rassurer immédiatement le père en devenir, l'époux, l'homme et l'amant. Votre soutien moral aussi bien que physique nourrit de sa valeur ce projet mirifique. Quand l'heure de la vie aura sonné ses coups, dévoilant sans délai le plus beau des bijoux, vous aurez traversé avec moi les ressacs, nous arrachant tôt à la quiétude d'un lac. Vous aurez respiré à ma place, en cadence, lorsque l'air s'absentait, attaquant mes défenses. Quand se consonneront sur l'autel de l'attente les cris d'un nourrisson et d'une parturiente. C'est bien vous, mon époux, muni de votre épée, qui couperez le fil, offrant sa liberté à ce tout petit être pénétré par la vie, déjà soldat de l'âme, combattant la sédie. Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. C'était la rubrique Autour d'un verre. Nous revoilà dans le studio pour accueillir un nouvel invité. C'est la chronique culturelle, qu'on pourrait appeler aujourd'hui la chronique culturelle et communautaire, puisque je reçois Laurent Peteuil, qui est responsable de la communication des Téméraires. Laurent, est-ce que vous me recevez bien ? Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien. Bienvenue dans le studio de Radio Courtoisie.
Vous êtes en Bourgogne, vous nous appelez de Bourgogne, je crois. C'est ça, exactement. Très bien. Alors, en quelques mots, donc pour les auditeurs, j'ai souhaité absolument présenter les Téméraires, qui est un groupe, une communauté finalement identitaire, forgée au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté. Ça va faire maintenant 5 ans. C'est d'une certaine façon un modèle à suivre, qui regroupe familles autour de l'identité bourguignonne, française et européenne. Et Laurent, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter cette communauté? Et surtout, il y a 5 ans, qu'est-ce qui vous a poussé à la créer? Alors la communauté s'est bâtie sur 3 valeurs principales, l'identité, la famille et la prospérité. Moi, j'ai rejoint la communauté un petit peu après sa création, donc 1 ou 2 ans après. C'était un autre groupe de personnes qui avait posé le projet sur la table. Et depuis 5 ans, elle a pas mal grandi. Il y a vraiment cet axe familial qui a été mis en avant assez rapidement parce que on va dire que l'âge moyen était entre 25 et 35 ans. Donc il y a eu beaucoup de jeunes hommes, de jeunes couples qui se sont formés en fait ces années-là et qui ont très rapidement sont passés au stade de famille. L'idée, c'était vraiment de sortir. Nous, on vient d'une génération en fait Internet, où les gens se sont conscientisés et politisés à travers Internet. Il y a beaucoup d'avantages à Internet. Ça permet un accès à l'information très large, très facile, très rapide. Il y a aussi des pièges à cela. C'est en fait, c'est la solitude, c'est l'individualisme. C'est-à-dire, c'est au final tomber dans de la consommation de contenu, souvent d'ailleurs très anxiogènes, négatifs, qui peuvent renfermer la personne sur elle-même et l'empêcher de voir qu'il y a des possibilités, il y a des choses à faire. Et pour se rendre compte qu'il y a des choses à faire, en fait, il faut changer de vision. Il faut quitter une vision qui est très englobante, très globale, sur laquelle on a peu de prise, qui sont les actualités qu'on regarde comme ça de loin tous les jours. Et plutôt s'attarder à adopter une posture dans le monde qui soit beaucoup plus locale, beaucoup plus individualisée, mais cette fois-ci de manière positive, c'est-à-dire en allant rencontrer les gens dans le réel, en faisant des choses dans le réel. Alors, justement, une première question. On voit très bien de qui vous parlez, donc plutôt cette jeune génération isolée et enfermée finalement dans une sorte de carcan. Quand elle est confrontée à la réalité, puisque c'est le but des Téméraires, c'est se confronter à la réalité d'une randonnée dans la nature, de liens amicaux et conviviaux, la réalité vous avez parlé d'une ambiance familiale, donc tout simplement de pouvoir vivre avec les enfants, les protéger, les guider. Est-ce que vous êtes tombé sur des gens tellement finalement embrigadés dans la modernité d'Internet, très isolés, qui n'ont plus réussi à passer le cap, entre guillemets, il était trop tard pour eux? Oui, ça arrive dans les candidatures. La plupart des candidatures qu'on reçoit, en général, c'est des gens qui sont insérés socialement, qui voient en fait à travers notre communication la joie, la positivité, l'ouverture qu'il y a chez nous, et qui de fait se retrouvent en fait par écho dans cette image. Mais vous avez raison, et des fois on a des personnalités plus introverties, plus recroquevillées sur elles-mêmes. Alors des fois c'est des personnalités qui ont toujours été comme ça, hein, des gens asociaux, un petit peu qui sont de nature comme ça, mais c'est vrai que des fois, on est là, on discute sur Internet, et on dit mais tu dois rejoindre une communauté, la nôtre ou une autre, il y en a plein, ça va te faire du bien, ça va t'apporter que du positif en fait, il y a que des avantages à ça, mais c'est vrai qu'il y a des gens en fait qui se sont habitués et qui se contentent en réalité de cette vie virtuelle très individualisée, et ils vont peut-être trouver suffisamment de plaisir à discuter de manière très informelle avec des inconnus sur Internet et pas retrouver finalement l'envie, le désir, je dirais même le besoin de côtoyer des vrais gens dans la vraie vie et d'avoir des activités dans le réel. Ça arrive, il faut dire que l'ensemble de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, le bistrot, la famille, l'église, tout ça a été méthodiquement démonté. Les bistrots, on peut plus fumer dedans, donc c'est plus compliqué d'y aller. Il y a une espèce d'hygiénisme qui l'a rendu obsolète. Les syndicats, ils sont tous ridiculement bas et corrompus. Les églises ne sont plus fréquentées. Enfin, l'ensemble de ces corps intermédiaires ont disparu, donc les gens se retrouvent seuls finalement. Oui, tout à fait. Et c'est là qu'on intervient. Nous, on essaie de communiquer un maximum pour pouvoir dire, voilà, on existe, vous êtes en Bourgogne-Franche-Comté, vous vous sentez isolé, vous avez envie de voir du monde, de rencontrer des gens qui pensent comme vous, qui sont comme vous. Peut-être qu'au travail, peut-être que dans votre environnement social premier, vous n'avez pas ce type de profil. Peut-être que du coup, vous devez un petit peu masquer ce que vous pensez, ce que vous êtes au quotidien. Eh bien,
Eh bien, chez nous, en fait, c'est la possibilité de rencontrer des gens qui vous ressemblent, avec qui vous êtes en accord, et je pense que ça fait beaucoup de bien, parce que je crois pas que ça soit bien pour l'âme de jouer un petit peu des fois ces doubles vies. Moi, je vois beaucoup ça. Des jeunes, par exemple, sur Internet, dans leur vie courante, au travail ou dans le milieu social, ils vont se taire sur tous les sujets, ils vont faire profil bas, ils vont pas assumer qui ils sont. Et d'autre côté, par contre, dès qu'ils rentrent chez eux, paf, ils se connectent à Internet, et là, c'est le défouloir. Oui, une forme de schizophrénie très moderne. Ouais. Vraiment, là, pour le coup, je vous rejoins, très anxiogène. Enfin, ça ne peut créer que de la frustration. C'est ça. Nous, on dit l'inverse. Vous êtes normaux et vous pensez, entre guillemets, sur plein de sujets très bien. Il n'y a pas de souci. Et il faut que vous rejoigniez les vôtres. Enfin, des gens qui vous ressemblent et qui pensent comme vous, parce que ça va vous faire du bien. Vous allez lâcher un fardeau et vous allez commencer à vivre votre vie de manière positive et construire. C'est des petites choses, mais enfin, c'est aller dans le bon sens. Je vous rejoins totalement. C'est moi-même un exercice que je tente de faire, en ayant le même discours, quels que soient mes interlocuteurs, tout simplement parce que le discours que j'essaye de porter est un discours normal, qui rejoint d'ailleurs un peu le slogan des téméraires, défense de l'identité de nos familles, et puis pour la prospérité. Et donc finalement, ce discours, j'essaye de le tenir dans ma famille, à Noël avec le cousin gauchiste, dans la rue ou dans l'université, comme au travail. C'est vous appelez à une forme de normalité, et cette normalité est d'autant plus assumable qu'elle se fait avec des gens normaux, justement, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a toujours... Ça, c'est un des gros principes. Dès le début, on s'est dit, voilà, on est des gens normaux, il faut qu'on se comporte normalement, il faut qu'on communique normalement. Et l'image que les gens doivent percevoir de nous, c'est pas justement des asociaux, c'est pas des gens dans la marginalité, même si on n'est pas complètement contre la marginalité. Les marges, on en a besoin. Et il y a de la créativité, il y a des choses qui se font dans les marges. Mais nous, on a toujours été sur une position très normalisante. On est des gens comme tout le monde. On va au boulot, on a des familles, on a des amis, on a des sorties, on a des amis qui pensent pas comme nous. Il n'y a pas de souci. C'est juste que peut-être que vous êtes aussi une de ces personnes qui, quand même, voudraient côtoyer des gens qui ressemblent un peu plus au niveau des idées, au niveau des valeurs. Peut-être vous voudriez passer un peu plus de temps avec d'autres gens que vous n'avez pas dans votre cercle d'amitié premier, parce qu'on peut avoir des amis qui pensent pas comme nous, mais passer du temps avec eux et ça se passe très bien. Mais on peut avoir l'envie de passer aussi du temps avec des gens qui sont plus proches sur certains aspects. Pour les auditeurs de Radio Courtoisie ou ceux qui vont nous écouter sur tous les réseaux sociaux de l'Institut Iliade ou tout simplement sur le site institut-iliade.com, la communauté donc identitaire enracinée des Téméraires en Bourgogne-Franche-Comté, son territoire concrètement, les personnes qui participent à cette communauté, ça va de quelle ville à quelle ville, enfin de quelle zone à quelle zone ? Alors, comme le nom l'indique, c'est bien la Bourgogne et la Franche-Comté, donc on est vraiment sur toute la Bourgogne et toute la Franche-Comté. Dans les faits, il y a des zones qui sont plus peuplées, où il y a plus de membres que d'autres. Je sais que dans la Nièvre, on n'a pas beaucoup de gens. Je sais qu'on a beaucoup de gens en Côte-d'Or, en Saône-et-Loire, autour de Besançon, autour de Belfort. On a aussi des gens qui s'agrègent un petit peu à côté. On a des gens dans l'Ain, on a eu des gens un petit peu en Champagne. Donc, des fois, quand il y a des gens qui sont dans les départements limitrophes et qui trouvent pas de communauté ou de projet similaire, ils peuvent nous rejoindre, et on a des bons membres aussi un petit peu au-delà de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner le moyen de vous contacter pour ceux qui nous écoutent ? Alors, il y a plusieurs moyens. Déjà, on est présent sur à peu près tous les réseaux sociaux, que ce soit Telegram, Instagram, YouTube ou Twitter. Il suffit de taper les Téméraires ou téméraire.bfc. En général, ça va être très facile de nous trouver. Une manière plus directe, plus concrète de nous contacter, surtout si vous voulez nous rejoindre, c'est de nous envoyer un mail. Je vais vous passer l'adresse. Donc, contact@les-téméraires.org, sans les accents. Et sinon, on a aussi même un site internet, donc www.les-téméraires.org, et là vous allez tomber sur notre manifeste. Donc si vous êtes un peu plus curieux sur la partie peut-être position idéologique, même si elle est très large, très englobante, eh bien vous trouverez le manifeste sur le site. Que j'ai lu. Alors je précise qu'il y a actuellement plusieurs stagiaires de nos promos en cours qui font partie des Téméraires. Ce sont des stagiaires de valeur. Donc je vous encourage vraiment vivement, pour ceux qui sont dans cette région, à vous intéresser à cette communauté identitaire qui met la famille au cœur de son projet. Il en existe d'autres. Vous ne pouvez pas à aucun moment rester seul dans cette frustration, cette espèce de schizophrénie que Laurent a je trouve, très très bien décrite. Le moment
dans lequel nous sommes est trop important pour qu'on reste seul. Il faut se regrouper, retrouver les vôtres, les gens de votre peuple, et des communautés comme celle des Téméraires le permet. Alors la balle est dans votre camp. Laurent Peuteuil, un grand merci d'avoir été avec nous, et nous nous retrouvons en Bourgogne très prochainement, la Bourgogne que je chéris moi aussi. À bientôt. À bientôt, au revoir, merci. Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Nous revoilà dans le studio de Radio Courtoisie et nous arrivons au terme de cette émission. Avant, évidemment, de se séparer, vous retrouvez la chronique de Radio Le Nid, l'incubateur des entreprises enracinées, qui vous parle chaque mois des initiatives positives. Radio Le Nid, c'est maintenant. Radio Le Nid, la chronique des entreprises positives et enracinées. Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans Radio Le Nid, la chronique de l'incubateur des initiatives positives et enracinées. Aujourd'hui au programme, nous allons vous présenter un projet que notre incubateur va accompagner à partir de la fin d'année 2024. Un projet d'application pour apprendre nos belles langues régionales. Le contexte. Si vous êtes né ou si vous avez des origines d'une région bien précise en France, vous vous êtes sans doute déjà penché sur son histoire. Et peut-être avez-vous cherché à apprendre la langue que parlaient vos ancêtres bretons, basques, corses ou provençaux. C'est en tout cas une tendance de fond chez les jeunes qui veulent reprendre le fil d'une transmission orale brisée depuis seulement 2 petites générations. Le problème, vous connaissez peut-être des applications comme Duolingo et d'autres services en ligne pour apprendre une langue. Ils sont accessibles, efficaces et permettent rapidement d'obtenir un niveau correct. Mais ils ne vous proposent pas d'apprendre des langues régionales. Il existe l'option cours du soir, mais peu de personnes ont assez de temps et d'argent à y consacrer pour envisager cette solution, pourtant excellente. La solution ? Eh bien, tout simplement, de développer une application dédiée à nos langues régionales sur le modèle de Duolingo et qui a fait ses preuves. Ce projet verra le jour fin 2024, en commençant par le breton et ajoutera les années suivantes d'autres langues régionales. Son fondateur, Lucas, est d'abord un développeur web et a sollicité le nid pour l'accompagner sur ses tâches marketing, commerciales, juridiques, bref, sur l'ensemble de son projet d'entreprise. Si ce projet vous intéresse, écrivez-nous à contact@incubateurlenid.fr. Nous tâcherons de vous faire découvrir une autre entreprise enracinée et innovante le mois prochain. À bientôt dans Radio Le Nid. Merci à tous pour avoir été à nos côtés pour cette émission, cette nouvelle émission de Radio Courtoisie, le libre journal de la civilisation européenne. Nous vous retrouvons dans un mois, toujours avec autant de plaisir. Suivez l'Institut Iliade et Radio Courtoisie sur les réseaux. À bientôt.